Jérôme Harnais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cynisant et professeur de philosophie. Déjà, bienvenue à la librairie Logos, Merci. avant tout. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la souveraineté, de la France d'hier à la Chine d'aujourd'hui, et également de Souveraineté à la chinoise. Donc, deux livres au sujet voisin, l'un étant peut-être une introduction à l'autre. On va peut-être parler plutôt de celui qui est introductif comme une première présentation aux personnes qui ne connaîtraient pas votre œuvre. Alors, comment vous est venue déjà cette idée de faire cette histoire de la souveraineté avec une généalogie qui part de la France d'hier pour aboutir à la Chine d'aujourd'hui? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de plusieurs décennies qui est passé à un moment donné entre 2018 et 2022 par une deuxième thèse de doctorat sur Xi Jinping. Thèse de doctorat qui a été publiée sous le titre Xi Jinping entre Marx et Confucius. Et Souveraineté à la chinoise est une espèce de digest de ce travail de thèse qui est un petit peu trop volumineux. Voilà, et j'essaie de partager une réflexion sur la souveraineté qui est un concept absolument central dans la doctrine politique chinoise. Et il se trouve que cette préoccupation que j'ai développée par le détour de la sinologie rencontre la préoccupation d'un certain nombre de Français qui aujourd'hui s'inquiètent des progrès de l'Europe, de l'UE, pas de l'Europe, mais de l'Europe fédérale, de l'européisme de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, si on peut faire servir cette réflexion sur la Chine au mouvement souverainiste français. Alors, il y a une distinction que vous posez dès le début de votre livre, dont on sent qu'elle va être comme une base continue dans tout le développement, c'est celle entre pouvoir et puissance, et pour laquelle vous mobilisez Spinoza et Machiavel. Est-ce que vous pouvez poser cette dichotomie pouvoir-puissance pour que ce soit clair pour tout le monde? Ah oui, c'est absolument fondamental. Le paradigme du pouvoir, c'est le paradigme des rapports de domination, de soumission. Le pouvoir, c'est la force d'empêcher et de contraindre. La puissance, c'est tout autre chose. Alors, de ce pouvoir, évidemment, celui qui en a parlé avant Spinoza, c'est Machiavel, qu'il a analysé et qu'il a critiqué. Celui qui relie Machiavel, mais qui propose de pousser le bouchon un petit peu plus loin et qui propose une alternative à ces rapports de pouvoir, c'est Spinoza. Dans son traité politique, Spinoza développe le concept de puissance. Alors la puissance, c'est pas du tout le pouvoir, la puissance, c'est la force d'exister. Potentia posse existere, dit Spinoza dans son éthique, et il va en tirer toutes les conséquences dans sa philosophie politique, dans le traité politique. La puissance, c'est la force d'exister. Prenez par exemple une fleur. Elle a une puissance. Dans la graine ou dans la fleur se développe s'exprime une force d'exister. Elle va faire des pétales, elle va avoir toutes sortes de couleurs, elle va déployer des possibilités dans l'existence. Elle n'a pas de pouvoir, mais elle déploie une puissance dans un certain rapport avec son environnement. Elle va tirer de la terre l'eau, les nutriments, elle va tirer du soleil et de la lumière du soleil, tout ce qu'il lui faut pour exprimer sa force d'exister, sa puissance. Tout ce qui vit est puissance. Nous sommes puissance. Comment exprimer au mieux cette puissance? Telle est la question de Spinoza, aussi bien au niveau individuel, et c'est tout le projet de l'éthique de Spinoza, qu'au niveau collectif, et c'est tout le développement politique de la pensée de Spinoza. Spinoza, que Marx lisait dans sa jeunesse, qu'il recopiait par page entière, et qui en a été inspiré, Marx a été inspiré, et en a tiré toutes les conséquences, notamment sur le plan de la philosophie politique, dans sa réflexion sur la démocratie. Spinoza est le premier penseur de la démocratie dans l'histoire de toute la philosophie occidentale. Le modèle de la démocratie absolue, comme expression de cette puissance au niveau collectif. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce que nous appelons démocratie en général en Occident, sous la forme de la démocratie représentative ou parlementaire. Non. Il s'agit de savoir comment nous pouvons,
additionner nos puissances individuelles dans l'unité supérieure d'une puissance collective. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et même si nous avons tous individuellement une certaine puissance, c'est-à-dire une certaine force d'exister, nous sommes aussi seuls très impuissants. Donc nous avons tout à gagner à additionner nos forces. Et ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez donc des moments illustratifs finalement de cette expression de l'existence collective, d'une force collective. Et pour la France, vous trouvez dans le moment de Bouvines. Alors Bouvines, 1214, Philippe Auguste. Et vous avez une belle page à ce sujet, je crois que c'est autour de la page 60. C'est un moment qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Hein, beaucoup de choses ont été écrites, mais 1214. Voilà, 1214. La bataille de Bouvines. Et c'est un moment d'expression d'un être collectif qui était, disons, balbutiant jusque-là et qui prend la parole et se manifeste. Et alors comment contre le pouvoir, justement contre le pouvoir, c'est-à-dire cette force de contraindre ou d'empêcher qui s'exprime à travers Othon IV et Jean Santerre, qui essayent de s'emparer de ces terres. Et là, quelque chose comme un peuple émerge dans l'histoire qui se débat contre ce pouvoir et affirme sa force d'exister. Et là où c'est encore plus illustratif, c'est que vous montrez qu'au même moment, à un an d'écart en Angleterre, les barons extorquent au roi Jean Santerre la Magna Carta. Ben oui, puisque Jean Santerre est affaibli par sa défaite contre Philippe Auguste. En France, c'est le début du sentiment national, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, et l'oligarchie, ce que j'appelle l'oligarchie financière mondialisée, qui se coagule aussi à cette époque, qui prend forme, qui prend consistance, va se doter d'un texte un an plus tard, et suite à cette défaite de Bouvines, dans la forme de la Magna Carta. La Magna Carta est l'expression de cette volonté des barons féodaux de l'Angleterre qui ont perdu, Jean Santerre a perdu et les barons ont perdu avec lui, mais l'histoire ne fait que commencer, c'est la longue histoire de cet Occident qui va succomber, qui succombe aujourd'hui sous le pouvoir justement de cette oligarchie financière. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que derrière, la Magna Carta n'est pas ce que l'on croit, ou l'affirmation de droits individuels, etc. C'est des privilèges pour les barons en soustraction de la puissance publique. Tout à fait. Ce n'est pas la préfiguration de la Déclaration des droits de l'homme, ou ça ne se réduit en tout cas pas du tout à la préfiguration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ou alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est la Déclaration des droits du bourgeois, et donc c'en est une héritière dans un autre sens. Alors vous avez une formule que j'aimerais bien vous entendre commenter ou développer, parce qu'elle est très, très intéressante. On enjambe les siècles, donc après, Philippe Auguste, Philippe le Bel, des grands moments aussi d'affirmation de la souveraineté nationale, enfin, souveraineté, disons. Qui naît en même temps que l'État qui en France précède la nation, qui se construit là au tournant de ce XIIIe siècle extrêmement mouvementé et créatif, on peut le dire, et la naissance du sentiment national. Si on enjambe les siècles, on arrive donc au XXe avec De Gaulle, et là, vous avez cette phrase, alors, je voudrais vous entendre la commenter. Le refus gaulliste du souverainisme européen, c'est-à-dire en fait un État européen souverain, n'implique aucune xénophobie ni aucun bellicisme. Il est le refus confédéraliste d'un fédéralisme violent, ou à tout le moins impatient, au nom d'une politique de partenariat, d'une généralisation du traité de Rapallo de l'Atlantique à l'Oural. Alors je trouve ça très suggestif, mais ça appelle des explications, des commentaires. Bien, De Gaulle exprime à sa manière, sans citer Spinoza évidemment, ce que j'appelais tout à l'heure le paradigme de la puissance, c'est-à-dire que l'Europe a un sens, mais elle a un sens comme addition, intégration des puissances souveraines de l'Europe dans une organisation confédérale où tous les pays, tous les peuples donc conservent
conserveraient leur souveraineté. C'est ce que voulait De Gaulle. Une Europe, ce qu'il appelait une Europe des peuples et des nations, c'est une Europe confédérale. Donc exactement le contraire de ce qui s'est construit contre son idée et par la suite. Alors, pourquoi cette référence au traité de Rapallo ? Le traité de Rapallo 1922, c'est la référence à des accords entre l'Allemagne, la République de Weimar et la Russie, puissance affaiblie par la Première Guerre mondiale, mais qui choisissent justement de s'associer, de coopérer, qui choisissent de privilégier donc les rapports de coopération, de coprospérité, plutôt que d'entretenir le paradigme du pouvoir, c'est-à-dire le paradigme de l'ami contre l'ennemi. Voilà. Tout partenaire est un ami potentiel. Voilà, je crois, comment on peut résumer le paradigme du pouvoir ou le comprendre en politique. Au lieu de penser l'autre comme un ennemi potentiel, le voir plutôt comme un ami potentiel. Alors, ensuite, vous évoquez le volet économique de la souveraineté, que c'est la monnaie et les forces productives. Et effectivement, on retrouve, en tous les cas, les plus anciennes réflexions sur la souveraineté, celle de Baudin et de ses contemporains, qui mettaient la monnaie parmi les marques de la souveraineté. Et à cet égard, vous faites une généalogie qui est intéressante. Elle remonte à Philippe le Bel. Ah oui, effectivement, Philippe le Bel, donc manipulateur de monnaie, c'est vrai, ça, c'est voilà. Mais finalement, il était précurseur de politique économique hétérodoxe, on dirait aujourd'hui. Il avait compris toute l'importance de la monnaie et ça se voit particulièrement dans sa querelle contre les Templiers. Il avait compris que se constituait là, notamment chez les Templiers, une espèce de pouvoir financier qui risquait de faire de l'ombre à l'État naissant, dont il était l'incarnation. Donc oui, c'est cette longue histoire de la souveraineté, que j'essaie d'écrire du côté du peuple auquel j'appartiens, elle se double d'une histoire du pouvoir financier, bancaire et financier qui naît lui aussi au tournant du XIIIe siècle et qui se constitue ces deux histoires s'enchevêtrent et rivalisent. De Gaulle alors, j'ai consacré quelques pages aussi à Colbert. Voilà, ça c'est fondamental. C'est constitué au cours de l'histoire de France, spécialement sous Louis XIV avec Colbert, une doctrine qu'on pourrait appeler la doctrine de l'économie dirigée, du dirigisme. Voilà. Et c'est cette pensée-là que reprend De Gaulle et qui va dicter, qui va lui inspirer les principes du Conseil national du crédit. Donc une politique économique qu'on peut résumer sous le terme de dirigisme. Ce dirigisme est une arme de résistance contre la pression, le pouvoir de l'oligarchie financière mondialisée. Il faut qu'un peuple, pour être souverain, c'est-à-dire pour pouvoir disposer véritablement des moyens qui lui permettent d'atteindre les buts qu'il se propose, il faut qu'un peuple maîtrise sa monnaie. Voilà. Aujourd'hui, elle nous échappe complètement. Ne parlons pas de la Banque de France ou de la BCE, qui ont été hormis dans la période gaullienne pour la Banque de France, qui a été nationalisée à ce moment-là, mais sinon, ce sont des banques indépendantes qui créent la monnaie sans que les peuples ne puissent en décider. La Chine a bien compris cela, et dans cette guerre que l'oligarchie financière livre au peuple à travers toute la planète, la Chine a fait le choix d'être, et on lui en fait le reproche d'ailleurs, d'être souveraine et d'user de sa monnaie comme elle l'entend au service de ses intérêts. Voilà ce que nous devrions faire aussi, nous, avec une monnaie redevenue souveraine. Et dans cette histoire, en fait, entre l'idée de souveraineté donc on va dire intégrale, à la fois économique et politique,
Donc on dit un adversaire, enfin un contre-modèle, ce que vous avez déjà évoqué, ce contre-modèle du libre-échange, du pouvoir. Et donc il a des incarnations passagères ou durables. Hein, L'Angleterre, pendant toute une époque en tout cas, la Hollande à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'indépendance de l'Amérique, les colonies américaines ne sont pas de ce côté-là. Elles sont, vous le dites avec Alexander Hamilton et les Federalist Papers, les insurgents américains sont de l'autre côté, du côté du protectionnisme, du dirigisme. Oui, du contrôle de la monnaie, etc. Il y a ce qu'on appelle un système national d'économie politique. Ça a été une théorie qui a été développée par un économiste du 19e siècle qui s'appelle Frédéric List. Oui. Okay. Il y a un système américain d'économie politique qui s'incarne dans l'histoire des chefs d'État aux États-Unis, dont Hamilton, et quelques-uns après lui, qui ont essayé d'incarner aux États-Unis cette philosophie du dirigisme. Voilà. On peut dire que Hamilton, certains auteurs l'ont appelé comme ça, le Colbert américain. De même qu'on a appelé Deng Xiaoping en Chine le Colbert chinois. L'idée, vous voyez, elle vient de France. Donc il ne s'agit pas de se ranger derrière la Chine. Tout mon travail, que certains qualifient abusivement de pro-chinois, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de reconnaître à travers les bonnes idées qui font que la Chine aujourd'hui prospère, ce qui vient de France, oui, justement. Des anciennes idées européennes, voilà, d'une méditation intelligente de l'histoire de l'Europe et de la France en particulier. Et le dirigisme en fait partie. Donc ça nous ramène à Colbert. Et évidemment, au XXe siècle, De Gaulle a été la plus grande et la meilleure illustration d'un dirigisme qui réussit, puisque c'est les 30 Glorieuses. C'est le temps où la France était souveraine, où la Banque de France était vraiment une banque nationale au service des intérêts d'une politique décidée par le peuple ou ses représentants. Tant ce contre-modèle qui a été un temps anglo-saxon, qui n'est pas que anglo-saxon évidemment, contre-modèle libre-échangiste en économie, insistant sur les procédures dans la démocratie, sur l'état de droit, soi-disant état de droit, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, donc vous l'évoquez bien dès votre première partie, un État qui souhaite vraiment mener une politique dans l'intérêt de son peuple doit en passer par des moments ou de suspension des règles ordinaires de la justice. Et vous l'évoquez dans le cas de la Chine, je ne sais pas si on peut parler de purge, enfin bon, il y a eu quelques procès retentissants d'hommes d'affaires. Et quand on connaît l'histoire européenne, ça ne peut pas ne pas résonner avec un autre phénomène qui est celui, l'époque tant décriée, la monarchie absolue. On ne va pas discuter le terme là, c'est pas le lieu, mais on va prendre le terme que l'historiographie majoritaire nous donne, monarchie absolue, où en fait, ce qu'on avait simplement théorisé, c'est que le prince avait besoin de suspendre le cours ordinaire des règles de justice pour se la réapproprier, l'exercer lui-même dans des situations graves, exceptionnelles, qui le requéraient. Et pour mettre en œuvre ce droit, forcément, il y a quelqu'un qui doit en décider. Et donc, je vois une certaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, une certaine homologie, en tous les cas, entre la façon dont ça fonctionnait sur ce plan-là, dans le prince de la monarchie absolue, et un État, disons, où il y a une élite, sans doute le cas aujourd'hui de la République populaire de Chine, qui s'incarne sans doute dans le PCC, qui est en charge du bien commun et qui doit prendre des mesures énergiques, parfois, et qui font pousser les cris d'orfraie dans les basses-cours médiatiques occidentales. Oui, alors, il faut souligner que toutes les étiquettes, je soulignerai volontiers que toutes les étiquettes, telles que monarchie absolue, ne doivent pas nous effrayer. La monarchie absolue, ça peut être le meilleur
comme le pire. Et ça a été le meilleur, en l'occurrence, sous Colbert. Qu'on se souvienne que sous Colbert, la France était complètement, effectivement, maître de sa monnaie, qu'elle investissait dans les infrastructures, elle a posé les fondements d'un développement économique futur absolument efficace et sage. Si vous vous souvenez un petit peu du règne de Louis XIV, c'est à la mort de Colbert que tout part à volo, avec la multiplication des guerres qui vont ruiner la fin du règne de Louis XIV. Donc, en soi, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur, effectivement, vous avez parlé de procédure, sur les questions de procédure. Ce qui est absolument déterminant et qui revient tout le temps dans mon travail, c'est la question des intérêts du peuple. Ces intérêts du peuple, ces intérêts fondamentaux du peuple, sont-ils satisfaits ou pas? In fine, c'est pas la forme du gouvernement qui est importante, c'est la satisfaction réelle des intérêts du peuple. Concrètement, on peut par exemple, c'est ce qu'on entend toute la journée, dire que la Chine est une abominable dictature, mais concrètement, de combien l'espérance de vie a augmenté en Chine depuis 1949, depuis que Mao est arrivé au pouvoir? L'espérance de vie en bonne santé, le niveau d'éducation générale, le PIB, l'éducation entre l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. À tous les niveaux, les indicateurs sont ouverts. Et quand pour une raison ou une autre, un indicateur repasse à l'orange, effectivement, il y a des purges en interne, à l'intérieur du PCC, parce que les indicateurs doivent rester ouverts. Les indicateurs, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de garantir, chiffres à l'appui, que les intérêts fondamentaux du peuple sont satisfaits. Voilà ce qu'est véritablement une démocratie réelle. Pour reprendre le spinoziste, ce qui permet la persévérance dans l'existence. Voilà, satisfaire ses intérêts pour pouvoir exister réellement, concrètement. Il ne s'agit pas de gonfler un PIB comme on le fait dans les pays avancés, gouvernés par les principes d'une économie financière. Non, il faut que le niveau d'éducation augmente, que regardez le nombre de brevets, regardez la créativité en sciences, dans les technologies. C'est tout ça qui est fondamental, qui permet de juger de la réalité du fonctionnement d'une démocratie, et pas du tout les procédures. Par exemple, la question de savoir si les gens vont voter ou pas. Ça, c'est tout à fait. D'ailleurs, chez nous, les gens ne votent plus. Sommes-nous vraiment libres parce que on a mis en place une forme de démocratie représentative où Rousseau nous avait mis en garde, à chaque fois que nous votons pour des représentants du peuple, nous perdons nos libertés. Il y a un moment où, d'ailleurs, vous évoquez ça, et ça m'a fait penser à cette formule de Thiers, quand Thiers, au début de la Troisième République, quand elle n'était pas encore vraiment installée, mais quand, en gros, le gouvernement provisoire avait pris le pouvoir en 1871, enfin 70, puis qu'en 71, il est arrivé, et puis il a essayé de convaincre ses collègues qui étaient monarchistes. Il dit non, il faut être républicain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, on va faire voter les gens. Mais tant qu'il y a un roi, ils peuvent toujours dire on va se rebeller contre le gouvernement. Il y a une espèce d'extériorité du pouvoir par rapport au peuple. Là, on va dire que c'est vous qui avez voté. Vous ne pouvez pas vous rebeller. Et si vous rebellez, on va vous réprimer. Il dit très, très durement. Et donc, il a dit la République est la meilleure des monarchies conservatrices possibles. Tout à fait. Oui. J'ai peut-être une dernière question dans une forme de remarque ou de débat ouvert. Alors, c'est une question de méthode. Je ne vous cache pas que j'ai, petite personnelle, toujours été un peu resté sur ma faim face à le substantif, qui était un néologisme dès la fin des années 90, je crois, de souverainisme. J'en ai autant au service du nom qui désigne un courant politique qui a été formé d'après le terme identité, pour les mêmes raisons. Je m'explique. Il y en a un, on a pris un terme d'une catégorie logique, l'identité, pour en faire un porte-drapeau, enfin l'étendard d'un courant politique. Et dans le cas de la souveraineté, on prend ce qui est à mon sens, un outil, un moyen, et en lui accolant un isme, on en fait de manière un petit peu curieuse une fin en soi, alors que la souveraineté est un instrument, il me semble. Un instrument au service du bien commun, ou ce qu'on peut appeler l'intérêt national.
mais un instrument en réalité. J'en fais simplement la traduction en philosophie politique du concept de liberté, et en ça c'est une fin. Nous voulons décider pour nous-mêmes des buts que nous poursuivons et des moyens que nous jugeons utiles ou efficaces à les atteindre. Et j'essaie de ne pas trop verrouiller la notion, d'en faire de la problématiser, notamment en la faisant discuter avec le concept de proto-souverainisme ou de supra-souverainisme, puisqu'il ne vous a pas échappé que nos élites européistes se gorgent à longueur de journée du terme de souveraineté. Elles revendiquent tout ça. Ça fait 5-6 ans qu'on les voit parler de souveraineté à tout le... Donc il y a effectivement des lectures différentes et mystificatrices du concept de souveraineté que je rattache, et donc là je me répète mais c'est essentiel, que je rattache à la question de la satisfaction des intérêts fondamentaux d'un peuple. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Continuons cette réflexion.